On va parler rôle et influence du juriste d'entreprise. C'est un des sujets aussi majeurs de ce Grenelle du droit et on en parle tout de suite avec son président, Jean-Philippe Gilles, président de l'Association française des juristes d'entreprise. Jean-Philippe Gilles, bonjour. Bonjour cher Arnaud, merci de me recevoir. Alors un Grenelle du droit qui rassemble l'ensemble des professions. Pour commencer, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la place du juriste d'entreprise dans cette filière juridique ? Alors le juriste d'entreprise, c'est très simple, c'est le petit nouveau, c'est le dernier né, en 50 ans à peine, en 3 générations à peine. Néanmoins, ce petit bébé est devenu un intervenant mature et important puisque nous sommes aujourd'hui 20 000 juristes d'entreprise en France, soit la 2e profession du droit. Donc notre place dans la filière est importante par le nombre. Elle est également importante par notre capacité à innover. Étant des femmes et des hommes d'entreprise, nous avons l'habitude de travailler avec beaucoup d'interlocuteurs différents et variés. Et c'est peut-être ça qui nous a poussés à inviter les différents métiers du droit à se rassembler au Grenelle pour échanger. Et effectivement, c'est un lieu assez unique qui est de plus en plus apprécié par tous les métiers. Alors revenons justement sur vos interlocuteurs. Aujourd'hui, quels sont vos principaux interlocuteurs? On pense bien sûr aux avocats, mais il y en a sûrement d'autres. Alors traditionnellement, les avocats sont nos premiers interlocuteurs et d'ailleurs je tiens à remercier Julie Couturier qui était là ce matin. Les avocats sont bien évidemment nos premiers interlocuteurs. Les interactions sont fortes à travers le métier, mais aussi à travers les échanges, puisque certains juristes d'entreprise deviennent avocats, de nombreux avocats deviennent juristes d'entreprise. Donc on a, je vais dire, une passerelle sociologique qui existe déjà depuis longtemps. Et puis, on a quand même aujourd'hui de nouveaux interlocuteurs qui apparaissent. Les magistrats, nous les connaissons à travers évidemment l'activité contentieuse, mais je crois que nous allons être amenés à les fréquenter d'une manière tout à fait différente et les échanges que nous avons eus ce matin lors du Grenelle avec leurs représentants sont tout à fait intéressants. Alors pourquoi cette évolution? Tout simplement parce que le droit évolue et il intègre évidemment, comme vous le savez, la compliance. Et la compliance fait que le juriste d'entreprise, au sein d'entreprise, n'est plus simplement un conseiller, n'est plus simplement le cousin de l'avocat, mais devient aussi une sorte de magistrat interne. Et donc il devient un peu le cousin du magistrat et il a besoin d'en apprendre les usages, les bonnes pratiques, de façon à pouvoir bien effectuer sa mission dans ce cadre. Ça veut dire que vous êtes plus proche des magistrats? Ça veut dire que nous devons intégrer dans notre cursus, dans nos savoir-faire, des méthodologies qui sont celles de la formation du magistrat. Après, nous devons respecter le rôle de chacun, hein, bien évidemment, il n'y a pas de confusion. Mais lorsque nous menons des enquêtes, lorsque nous devons rédiger des recommandations au sein d'un comité d'éthique ou de conformité, eh bien, nous sommes finalement dans une posture qui doit faire extrêmement attention au principe du contradictoire, par exemple. Et là, l'école de la magistrature et l'expérience des magistrats est extrêmement précieuse. Donc je crois qu'effectivement à l'avenir nous aurons à tisser des liens plus forts avec la magistrature. Alors on va reparler de la relation singulière que vous entretenez, les juristes d'entreprise, avec les avocats. Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles qui émergent, de nouveaux modèles de collaboration entre juristes d'entreprise et avocats? Alors il y a une donnée qui change, enfin qui fait évoluer cette collaboration, mais qui n'est pas simplement propre à la collaboration entre l'avocat et le juriste d'entreprise. Elle va être complètement transversale. Cette évolution, elle est liée tout simplement à la rupture technologique que constitue l'intelligence artificielle. Le sujet, c'est que aujourd'hui, que l'on soit avocat, juriste d'entreprise, notaire, huissier, greffier ou magistrat, nous allons devoir utiliser des données juridiques dans une sorte de tunnel protégé, si je peux prendre cette expression. C'est quoi le tunnel protégé? Par exemple, je suis directeur juridique, je veux pouvoir travailler avec un notaire alpha, un notaire bêta, un avocat oméga et un autre avocat phi, par exemple. Eh bien, je les laisse choisir leurs outils en termes d'IA, mais je souhaite avoir la même garantie en termes de protection de mes données.
Alors comment on fait pour avoir la même garantie Eh justement? bien, il va falloir que les différentes professions travaillent vraisemblablement sur un cahier des charges. Et l'AFJE avait été entendue par l'Assemblée nationale et également par le Sénat sur ces sujets, en même temps que les autres professions. Et nous avons insisté sur 2 sujets. Le premier, c'est effectivement ce cahier des charges commun, j'allais dire, aux juristes par rapport à l'IA, par rapport à l'outil, à son degré de confidentialité et de protection. Et puis, il y avait un autre sujet qui est celui de la déontologie. Aujourd'hui, la déontologie, elle est liée aux personnes, au statut. Mais on peut se demander si avec l'IA, la déontologie, elle ne va pas être en partie, je dis bien en partie, pas en totalité, embarquée comme un accessoire de la donnée. Et Pourquoi? parce que vous manipulez une donnée qui doit être protégée. C'est cette donnée qui doit être protégée. Que vous soyez juriste DPO en entreprise ou ingénieur informatique DPO en entreprise ou externe, que vous soyez juriste d'entreprise, que vous soyez avocat, que vous soyez notaire, vous allez tous manipuler la même donnée. Donc il serait assez logique que la déontologie, sur ces points-là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut révolutionner les codes de déontologie de chaque profession, mais sur ce sujet-là, nous aurions intérêt, dans une logique filière, à avoir, je dirais, le même tunnel déontologique. Un socle commun, c'est ça? Un socle commun, une charte, appelons-le. Je n'ai pas aujourd'hui le nom de baptême de cette démarche, mais il est important que nous puissions évoluer dans ce sens tous ensemble. Et c'était très intéressant parce que les propos de la plénière de ce matin ont abouti effectivement à cette double nécessité qui est de, tout en respectant l'ADN de chaque métier, de trouver un substratum commun qui permettrait de renforcer notre filière et de protéger, je le dirais, les utilisateurs du droit. Alors, renforcer la filière, il y a un combat que vous menez depuis de nombreuses années à la FJE avec le Cercle Montesquieu, c'est de démontrer le poids économique de la filière juridique. Aujourd'hui, est-ce que vous avez progressé, selon vous, pour faire admettre le poids économique de la filière juridique? Alors, déjà, nous sommes bien conscients de ce poids économique. D'ailleurs, le professeur Defin, cet après-midi, a pris la parole et a rappelé que finalement, le poids économique du droit dans le pays était supérieur à celui de l'industrie du luxe. C'est pas rien. C'est pas rien. Et il a bien montré aussi que des tas de pays qui sont les concurrents de notre système, notamment des pays anglo-saxons, ont bien compris que le droit précédait le développement économique et y contribuait. Donc nous avons aujourd'hui tous les arguments. Ce qu'il faut, c'est savoir les faire entendre, c'est savoir convaincre les pouvoirs publics. De ce point de vue-là, la chancellerie a beaucoup évolué, puisque depuis, je dirais, 2 chanceliers successifs, le ministère n'est pas simplement la super direction des ressources humaines de la magistrature et du pouvoir judiciaire, c'est aussi une visée, je dirais, plus dynamique, plus offensive de l'utilisation du droit pour faire rayonner la France. Alors, on a parlé de faire du poids économique de la filière juridique. Il y a un autre sujet qui est important, c'est aussi vis-à-vis de l'interne, convaincre en interne quel poids les directions juridiques aujourd'hui ont dans les entreprises et aussi faire valoir le directeur juridique au sein de la direction. Alors, aujourd'hui, la situation est très bonne. En réalité, puisque j'ai connu effectivement, j'ai 30 ans d'expérience derrière moi, donc j'ai pu mesurer le parcours qui a été effectué pendant ce temps-là. Aujourd'hui, les directeurs juridiques sont très souvent membres des COMEX, ce qui n'était pas le cas. Les directions juridiques sont des directions juridiques à part entière, elles dépendent très peu d'autres directions positionnées au-dessus. Donc on a fait d'énormes progrès de ce côté-là. Maintenant, il faut être capable de faire un marketing de la fonction au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement d'être capable d'avoir un discours qui est celui de tous les autres services de l'entreprise. C'est-à-dire, êtes-vous satisfait de ma prestation? Comment puis-je l'améliorer? Quels sont mes KPI? Comment je fais de la pédagogie? Comment j'ai une approche finalement produit et service pour faire avancer l'entreprise, pour l'accompagner mieux. Donc en fait, il faut être capable, au-delà de sa capacité technique à traiter les sujets, à les faire connaître.
Ce n'est pas le tout d'avoir des succès, il faut aussi le faire savoir. Les juristes le font de mieux en mieux. La FJE offre des possibilités de se former, parce que ce n'est pas au cours de la formation initiale que l'on apprend ces ficelles, si je puis dire. Mais aujourd'hui, les juristes d'entreprise sont de plus en plus des interlocuteurs qui parlent très très bien la langue de l'entreprise. Donc on voit qu'il y a plusieurs chantiers pour le juriste d'entreprise, la communication, la conformité, faire admettre aussi le poids économique du droit, donc de nombreux challenges à relever. Voilà, et vous pouvez compter sur la FJE pour les relever. On va terminer là-dessus. Merci Jean-Philippe Gille. Je rappelle que vous êtes président de la FJE. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.